Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le mercredi 25 octobre. Voici le programme de ce soir. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Suite aux multiples alertes à la bombe au château de Versailles, la fréquentation des autres lieux culturels de la ville explose. Découragés par les évacuations, les visiteurs se sont tournés vers l'espace Richaud et le musée Lambinet. Du savon made in Yvelines à Carrière-sous-Poissy, Magali Cochet-Blin produit près de 4000 savons par an, artisanal et écologique. Le mois dernier, elle a reçu le prix de l'excellence de la Chambre de métier et de l'artisanat. Elle a accepté de nous ouvrir les portes de son laboratoire. Papounet, Duchesse ou encore Narco, les 235 chiens et chats de la SPA de plaisir n'attendent que vous. Dans ce nouveau numéro des Animaux du 7-8, on s'intéresse aux portes ouvertes de la Société protectrice des animaux, alors que 16 500 animaux ont été abandonnés cet été en France. Cracheurs de feu, chevaux féeriques ou encore lampions, le domaine de Dampierre en Yvelines s'illumine ce samedi 28 octobre pour la nuit des châteaux. On en parle avec notre invité du 7-8. Et ce sera avec vous, Pascal Thévard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur général du domaine de Dampierre en Yvelines. Alors, plusieurs animations sont prévues pendant les vacances de la Toussaint, mais aussi ce week-end au domaine. On en parlera plus en détail en fin d'émission. Avec nous également une journaliste de la rédaction de TV 78, Gabrielle Gontier. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous allez nous présenter les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Mais avant, nous allons prendre la direction de Versailles. Je vous le disais à l'instant, suite aux multiples alertes à la bombe au château la semaine dernière, 7 en 8 jours. Les milliers de visiteurs se sont rabattus sur d'autres lieux culturels de la ville. Ainsi, l'espace Richaud et le musée Lambinet, tous les deux situés à 20 minutes à pied du château, ont observé une hausse de fréquentation inédite. Le nombre d'entrées a doublé. Je vous propose d'écouter les propos de la directrice de ces deux sites qui se réjouit de cet effet d'aubaine. Ça a très bien fonctionné ce week-end, en fait ces 2 jours. On a eu un chiffre équivalent aux Journées européennes du patrimoine, ce qui est parmi les week-ends les plus remplis de notre côté. On a eu 300 visiteurs au musée chaque jour et puis 230 visiteurs ici à l'espace Richaud. Allez, c'est l'heure à présent de passer aux informations du jour à retenir dans les Yvelines. Et on commence avec le chiffre du jour, Gabrielle, 150, pourquoi ? Eh bien 150 Mathilde, c'est le nombre de personnes qui vont être embauchées en CDI par le constructeur automobile Renault du site historique de Flins. Un recrutement qui s'inscrit dans le cadre de la reconversion progressive consacrée à l'économie circulaire, le reconditionnement de véhicules d'occasion et de pièces détachées de toute marque. C'est le projet Refactory. Alors un peu de patience car ces embauches se dérouleront entre 2024 et 2026. En mars 2024 d'ailleurs sortira la toute dernière voiture Zoé. Et c'est la dernière ligne droite du concours Créatrice d'avenir. Le jury des Yvelines a rendu son verdict. Oui, et 5 Yvelinoises parviennent à la sélection régionale du concours. Elles peuvent maintenant prétendre accéder à la grande finale. Ces créatrices d'entreprises représenteront le département dans les 6 catégories de prix: impact, innovation, artisanat, mixité des ingénieurs, quartier et prix du public. On le rappelle, il s'agit du premier concours francilien destiné à l'entrepreneuriat des femmes. Les lauréates pourront bénéficier d'une visibilité et se partager 60 000 €. Prochaine étape donc le 7 novembre pour désigner les 15 finalistes régionales. On va parler sport à présent et plus particulièrement de basket parce que ça y est, c'est le grand soir pour Victor Wembanyama. Oui, cette nuit, le natif du Chénet Rocancourt fera son baptême du feu en NBA face au Dallas Mavericks. Un début sans trop de stress puisqu'il confiait lors d'une conférence de presse cette nuit: j'ai un peu des papillons dans le ventre. Chez moi, c'est un peu le cas avant chaque match, même si ça dépend bien sûr des enjeux, de l'importance du match. Je ne me mets pas à trembler et à transpirer non plus, mais j'ai un peu mal au ventre. On souhaite donc bonne chance à l'Yvelinois. Coup d'envoi cette nuit à 3h30, heure française. Et on poursuit avec du football. Vous avez une bonne nouvelle pour les supporters du FC Versailles. Les supporters attendaient ça avec impatience. Les Versaillais seront de retour à Montboron pour le prochain match de Coupe de France. Ils affronteront le FC Fleury 91 le samedi 28 octobre à 14h30. Depuis la saison dernière, aucun match nationaux ne pouvait se jouer sur le terrain sans dérogation. Le stade versaillais est toujours en travaux pour homologuer son éclairage. Leur rencontre contre les Lions se jouera à Versailles pour un match de Coupe de France dans l'après-midi. Donc aucun éclairage n'est nécessaire.
Et enfin, direction Guyancourt, la ville nous propose de redécouvrir les jeux vidéo de notre jeunesse. Oui, Sonic ou encore Pac-Man, tous vous accompagneront dans un univers rétro et amusant pendant une après-midi. Vous serez plongé dans un univers vintage. Cet événement hors du temps vous offrira également un moment familial qui pourra bien être rempli de nostalgie, on l'imagine. Rendez-vous donc ce vendredi 27 octobre dès 14h30 au centre social du Pont du Routoir. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. En France, 75 000 personnes en situation de handicap sont entrepreneurs. C'est notamment le cas de Laurent Lapierre, 58 ans. Ce trappiste a lancé en septembre 2022 sa société Orizeo. Il termine actuellement la conception d'un système motorisé pour faciliter le déplacement des fauteuils roulants dans les entreprises. Julien Leroy a rencontré ce patron plein d'ambition. Bonjour, j'ai rendez-vous là-bas normalement. Entrepreneur malgré le handicap, Laurent Lapierre, 58 ans, vit à Trappes. En juin 2017, suite à un accident de moto, cet ingénieur informatique devient paraplégique. Constatant le manque d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, il décide de concevoir un système pour améliorer les déplacements au sein des entreprises. Le principe, adapter un dispositif motorisé sur un fauteuil manuel sans installation compliquée. Alors c'est super simple, on se met devant le handinote, on approche les roues avant, on met les roues avant dessus, on appuie sur un bouton et on part. On peut aussi l'équiper d'un panier pour faire ses courses. Enfin voilà, c'est modulaire, mais surtout c'est très simple. Pour lancer son projet, Laurent s'est fait accompagner du Ski Cube à Montigny-le-Bretonneux. Cet incubateur de start-up lui a permis de lancer Orizeo en septembre 2022 avec ses 3 associés. Une aventure entrepreneuriale malgré son invalidité. Clairement, j'aurais pas créé cette société si j'avais pas été en fauteuil, parce que j'aurais même pas imaginé le besoin en fait. Le handicap n'est pas une barrière pour créer une entreprise. Ça peut même être quelque part une force, parce que quand on a des interlocuteurs, qu'on dit qu'on est en fauteuil, etc., ça crée une relation qui n'est pas la même que si on se parle de valide à valide. Centres commerciaux, aéroports ou gares, voici quelques-uns des potentiels futurs clients d'Orizeo. Actuellement en phase de conception et de fabrication, le handinote commencera à être expérimenté dans les sociétés au printemps 2024. Tout comme Laurent, 75 000 personnes en situation de handicap en France ont fait le choix de l'entrepreneuriat. On poursuit avec un autre portrait. En 2019, Magali Cochet-Blin décide de se reconvertir dans l'artisanat et plus particulièrement dans le savon. Cette habitante de Carrières-sous-Poissy crée sa propre entreprise, Bain d'Étoiles. Elle a accepté de nous ouvrir les portes de son laboratoire. C'est le reportage de Gabriel Gontier. Des formes, des couleurs, des odeurs, mais surtout beaucoup de savoir-faire. C'est ici depuis 2019 que Magali Cochet-Blin, professeure de formation, a créé sa savonnerie après une reconversion professionnelle. Au programme de la matinée, fabrication du savon Saint-Louis. On est avec de l'huile d'amande douce, c'est un savon tout type de peau. Mais on n'est plus. L'huile d'amande douce est connue pour adoucir et assouplir la peau. Il y a de l'argile verte dedans, c'est de l'hélite surfine. Donc je travaille qu'avec des argiles françaises qui va enlever en fait les corps gras. Donc voilà, c'est celui-là qu'on va faire. Pour la fabrication, tout se passe en laboratoire, une conception au degré et au gramme près. Je vais vérifier la température. S'il y a besoin de monter, je vais monter. Ça, c'est l'huile d'olive. On est sur l'huile d'olive bio. Les recettes sont déclarées au gramme près. On est déclaré à 0,01 gramme près. Ajoutez à l'huile la soude pour réaliser la saponification. Vous avez vu, il y a l'huile au-dessus et en dessous, ça commence à saponifier. Et quand je remue, la saponification démarre naturellement. Donc là, ça veut dire que l'huile est en train de se transformer en savon. À l'huile sont ajoutés des éléments naturels, ici de l'argile verte. Là on est sur de l'hélite, argile française surfine, c'est de l'argile verte. Là je vais faire ce qu'on appelle un one pot, c'est un marbrage très très classique. La préparation est ensuite versée dans des moules et devra refroidir plusieurs heures pour ensuite pouvoir être découpée à la guitare.
Il ne reste plus qu'à ajouter la touche finale, la signature de l'artisane. Une fois le séchage terminé, voici à quoi ressemble le savon. Avec près de 4000 savons produits par an et disponibles dès 7 €, l'artisane fait figure de référence. En 2020, elle reçoit par la ville de Poissy le prix de femme émérite, une fierté au goût de revanche pour l'ancienne professeure. C'était pour mon engagement écologique et puis la création de Bain d'Étoiles. J'ai été très surprise puisque Bain d'Étoiles avait 4 mois. Et 4 mois après, recevoir ce type de distinction... voilà, je me disais pourquoi moi. Ça m'a donné un sacré élan en fait, ça m'a permis de garder mes convictions et puis d'aller plus loin dans cette recherche de bien-être entre l'humain et la nature. En septembre dernier, c'est le prix de l'excellence artisanale qui lui est attribué, faisant d'elle la seule artisan d'excellence savonnière cirière de France à ce jour. C'est l'heure à présent de votre numéro Les Animaux du 7-8. Ce soir, direction la SPA de Plaisir, la société protectrice des animaux, organisée début octobre ses portes ouvertes. L'objectif, inciter à l'adoption responsable, alors que près de 16 500 animaux ont été abandonnés l'été dernier en France. Au refuge de Plaisir, Jessie Willens, de nos confrères de Radio Sensation, a suivi les préparatifs de ces journées ô combien importantes pour l'association. Simus, Narco, Papounet ou encore Duchesse, ils sont 235 chiens et chats au sein du refuge de Plaisir à vouloir trouver une famille d'adoption. Chaque année, la SPA de Plaisir organise 2 week-ends de journée portes ouvertes. Elodie, tu es chef d'équipe à la Société protectrice des animaux de Plaisir. Quels sont les objectifs des journées portes ouvertes ? Ça va être de faciliter l'accès au refuge, les rencontres des animaux. On est vraiment ouvert à tout public ces journées-là. De maximiser les adoptions, d'avoir de belles adoptions, pour autant qu'elles soient toujours responsables. Et c'est aussi des moments d'échange puisqu'on a des gens qui vont venir juste par exemple pour avoir des conseils et aussi faire de la sensibilisation pour la protection animale. Mais avant d'ouvrir les portes au public, il faut notamment laver les box, préparer les chiens et les sortir. Ludivine, avant l'ouverture des portes du coup, donc vous êtes en train de nettoyer les box des chiens. Pourquoi c'est important de nettoyer les box des animaux ? Ils ont le droit, tout comme nous, d'avoir une hygiène, de vivre dans des conditions qui sont salubres en fait. C'est comme pour nous, ils méritent la même chose. Ils rentrent, ils reviennent de balade ou de parc et ils sont dans des conditions nickel. Pour une question de santé aussi, vérifier en même temps, ça permet de contrôler aussi si certains sont malades ou pas. Et pour se préparer à cette journée, les bénévoles promènent les chiens. Je vais aller avec Maryse et Casgrain en balade. Combien de temps de balade est organisé avec chaque chien et qu'est-ce que ça leur permet pour cette journée de portes ouvertes ? Donc chaque chien a une promenade à peu près de 30-35 minutes. Ça leur fait beaucoup de bien parce que ça les sort déjà de leur box. C'est aussi un moment de connivence avec la personne avec lequel ils sortent. Vous êtes avec Casgrain dit Granouche. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce chien ? Eh bien, Granouche est là déjà depuis plusieurs mois. C'est un chien très attachant. Qui a besoin de se dépenser quand même pas mal. Il a fait déjà des canicross où il s'est très bien défendu. C'est vraiment un chien qui n'est pas méchant, qui n'est pas du tout agressif, qui est dynamique mais très mignon. Une balade qui dépense et canalise les chiens du refuge, mais il est déjà temps pour Casgrain de rentrer. Lui et 234 autres animaux de compagnie attendent d'être adoptés à la SPA de Plaisir. Cet été, 16 498 animaux ont été abandonnés sur les routes de France. En 2022, la France était une nouvelle fois tristement championne des abandons. Lampe, suspension ou lampadaire, jusqu'au 24 février 2024, le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines vous plonge dans l'histoire des luminaires des années 60 à 80. Découverte de cette collection lumineuse avec son directeur Frédéric Debuche. Une exposition pour éclairer sa lanterne. Le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines propose les allumés du design. Ce voyage à travers le temps des années 60 à 80 met en lumière les luminaires. Lampes articulées, spots ou suspensions décoratives, ces appareils électriques occupent aujourd'hui une place centrale dans notre quotidien et durant les années pop, un foisonnement d'inventivité des créateurs. Avec une grande remise en cause du luminaire traditionnel, l'invention de formes nouvelles et pour aller jusqu'à parfois des luminaires qui ressemblent à tout sauf à des luminaires, puisqu'on est aussi dans une période un petit peu anticonformiste et on aime bien détruire les styles ou les genres des générations précédentes.
Depuis 1879 et la conception de l'ampoule à incandescence, ces objets ont connu de nombreuses évolutions. Avant tout consacrée à la fonction d'éclairage, la lampe crée des ambiances lumineuses dans les foyers dès les années 60. C'est aussi un peu un âge d'or de la vie familiale, de la vie sociale, on reçoit beaucoup. Et donc l'intérieur, on y accorde une place très importante, on le soigne. Création de formes particulières grâce à l'arrivée du plastique, faisceau sculpté avec l'ampoule halogène, les progrès technologiques ont permis une plus grande audace artistique, comme avec ces luminaires conçus par des créateurs italiens. Ces piles-là sont en fait des pilules géantes qui deviennent des lampes. Donc c'est aussi une esthétique qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'anti-design. D'inspiration pop art ou minimaliste, environ 80 lampes présentent l'émergence du design contemporain au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines. Des idées lumineuses à retrouver jusqu'au 24 février 2024. Et cet automne, il n'y a pas que les feuilles des arbres qui changent de couleur. Les jardins du château de Dampierre en Yvelines retrouvent aussi leur couleur d'Halloween. Citrouille, sorcière ou encore fantôme reviennent pendant les vacances de la Toussaint. Le reportage de Patrick Jacques de Dixmude et de Régine Ralèche. La fête d'Halloween fait son retour au château de Dampierre. Pendant les vacances de la Toussaint, le domaine se prête au jeu. Citrouilles, tourbillons de chrysanthèmes, bougies, un décor qui ne laisse pas indifférent. Je me suis posé la question, c'est comment on peut avoir autant de citrouilles. Et c'est remarquablement décoré. Et c'est bien, c'est génial je trouve. Hein. Et c'est une excellente idée. Ça va très bien avec le vert, avec la pelouse qui est magnifique. Non, c'est très beau. C'est bien, il faut continuer. Également au programme de ces vacances, des ateliers et des animations pour les petits et les grands. On a pas mal de personnes qui vont venir pour voir les décorations qu'on a mis, qui vont venir aussi pour les enfants, pour leur permettre aussi tout simplement d'avoir cette lecture de contes. On a aussi des balades à poney, donc ça leur permet de faire une sortie tranquillement et pas très loin de Paris. Pour les vacances, le domaine propose des tarifs réduits à partir de 3,50 €. La date à ne pas manquer, le samedi 28 octobre, le domaine restera ouvert jusqu'à 22 h pour la nuit des châteaux. Et on en parle juste après, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le temps sera mitigé. Nous devrions avoir quelques averses sur l'ensemble des Yvelines. Côté température, comptez 12 degrés à Rambouillet et 13 degrés à Houdan, Mantes-la-Jolie et Versailles. Durant l'après-midi, le temps va se dégrader. Nous devrions avoir de la pluie, alors prévoyez votre parapluie. Au niveau des températures, il fera 14 à Rambouillet, 15 à Houdan et Versailles et 16 à Mantes-la-Jolie. Et demain, nous fêterons la Saint-Dimitri. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Ce samedi 28 octobre, c'est la nuit des châteaux partout en France et pour cette 5e édition, le domaine de Dampierre en Yvelines fait de nouveau partie de l'aventure. Pour en parler avec nous, Pascal Thévard, le directeur général du domaine. Alors dès 18 h, vous ouvrez vos portes au public. Pourquoi c'est important, une nouvelle fois encore cette année, de participer à la nuit des châteaux pour vous ? C'est important parce que c'est la mise en lumière sur le patrimoine. Et évidemment, Dampierre, quel beau patrimoine. Et c'est pour ça qu'on adhère à ce mouvement depuis l'origine. On a ouvert nos portes, nous, au moment où ça se créait. Et tout de suite, on a suivi cet élan des propriétaires privés. C'est une association de propriétaires privés, plus de 100, voire 150 en France. Et on décide de faire cette mise en lumière sur le patrimoine. Et donc, Dampierre, évidemment, la mise en lumière se fait puisque c'est un chantier qui avance dans sa restauration. Et donc, cette mise en lumière, à chaque fois, permet de mettre en valeur un élément nouveau chaque année. Oui, c'est l'occasion de découvrir d'une autre manière ce patrimoine yvelinois. Exactement, il y a des formats qui existent en France chez des collègues où c'est plutôt en comité restreint, où on se découvre le patrimoine, nous on ouvre les portes. Vous disiez 18 h, on peut même arriver dès 10 h parce que tout ça c'est le même tarif pour toute la journée. S'il fait beau, c'est passer la journée et puis à partir de 18 h, et bien tout doucement avec la nuit qui tombe, le château se met en lumière et là on peut se promener avec des lampions et puis avoir des animations pour profiter de cette soirée Alors au programme, on a cracheurs de feu,
jongleurs de feu et aussi des chevaux féeriques. Et voilà, et donc on a cette année des animations autour de la lumière, autour du feu. La première chose déjà, c'est la première fois qu'on montre au public l'éclairage scénographié du château maintenant qu'il est restauré. Et puis pour accompagner, eh bien, on a fait appel à une troupe qui va se déambuler avec des cracheurs de feu, comme vous disiez, des jongleurs de feu, des chevaux lumineux, et puis tout ça avec les flots baroques qui sont un ensemble baroque de Saint-Rémy-les-Chevreuses qui vient animer de musique baroque, et on peut même danser près du kiosque. Eh bien, on peut danser au son de la musique. Donc tout ça, c'est vraiment une soirée tout à fait sympathique à Dampierre, dans les 90 hectares de jardin. On pourra se perdre, et puis la lumière nous attirera pour revenir vers le château. Et alors, c'est quoi un cheval lumineux ? Un cheval lumineux, c'est un cheval qui évolue dans le noir avec des rubans lumineux qui progressent au milieu du public, et toute la concentration du cheval et de son cavalier, parce que les deux en fait sont très concentrés, et bien c'est de montrer le geste et les muscles des chevaux, parce qu'on en aura plusieurs à cette soirée, dans le noir, et donc c'est vraiment quelque chose de très magique, et puis tout ça au milieu du public qui se promènera et qui pourra admirer. C'est vraiment une force de la nature. Une force artistique, tout ça au pied du château. Gabriel, l'idée c'est d'émerveiller, on l'a compris, un peu plus les visiteurs chaque année. Comment est-ce que c'est pensé tout ça? C'est des mois de travail, c'est une collaboration avec plusieurs acteurs? Oui, c'est des mois de travail, ça c'est certain. C'est par exemple à la nuit des châteaux de l'année dernière, on avait fait une petite introduction dans le parcours avec un cheval pour voir comment il se comportait. Enfin voilà, vous voyez déjà 12 mois avant, on avait déjà préparé cette scénographie pour cette année 2023. L'année 2024. On commence aussi, à travers la soirée de samedi soir, évidemment, à poser des pions pour voir comment ça va bouger ou pas pour 2024. Là, l'avantage, c'est qu'on a un château qui est d'échafaudé, où les chantiers des jardins n'a pas commencé. Et donc, du coup, on pourra profiter pleinement du site pour passer cette nuit très agréable. Et d'ailleurs, ça va être le clou du spectacle, puisque la façade du château sera illuminée. Alors, la façade du château l'année dernière avait été illuminée par ce mapping, mais il y avait encore des éléments d'échafaudage, il y avait encore des palissades, et là, vraiment, on voit l'ensemble de la façade, avec des parcours éclairés par des chandelles, comme d'habitude, autour de l'étang, dans les jardins, etc. Mais là, on va vraiment voir, et avec la lumière patrimoniale, j'allais dire, vous savez, tous les monuments ont une lumière particulière, et donc là, c'est ce qui se passe. Sur l'escalier, il y a des bandeaux lumineux qui ont été installés, prévus par les tailleurs de pierre, donc tout ça, c'est intégré. Les façades, les lanternes aussi, sur les communs qui ont été refaits. Donc tout ça, voilà, on montre au public la restauration du patrimoine, mais aussi les nouveautés de ce patrimoine. Vous savez déjà à peu près combien de personnes vous attendez pour cet événement? Tous les ans, on a 2000 personnes. C'est devenu un rendez-vous familial. Exactement, c'est devenu un rendez-vous familial. On est, je pense, enfin, j'en suis sûr, d'ailleurs, on a plus de 1500 réservations cette année. C'est pas obligé d'être réservé, mais vous voyez, déjà, on est à plus de 1500. Et cette année, j'ai voulu marquer l'effort par rapport à l'inflation, la hausse des prix et autres. Et bien, je fais le tarif habituel d'une visite en journée. C'est-à-dire que j'ai pas voulu, malgré l'événement, c'est 8 euros. Et ça, c'est un geste fort que j'ai voulu faire. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du succès déjà en réservation. 8 jours avant, 2 jours avant, pardon, 1500 personnes, c'est déjà fort. Mais ça veut dire que voilà, le geste que l'on fait d'accueillir du public, de rendre accessible ce patrimoine, et bien, voilà, par ce prix vraiment, je n'allais pas dire préférentiel, mais on a vraiment fait un effort pour dire voilà, on fait ce prix dans le contexte actuel de hausse de prix, et puis le contexte un peu anxiogène, et bien venez découvrir Dampierre. Ça, ce sont des images de l'année dernière. Enfin, c'était aussi magique, les lanternes. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la rénovation du château. Il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été faits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les travaux qui ont été faits dernièrement et quels sont les travaux qui sont à venir? Vous avez raison, parce que ça fait comme depuis janvier 2020 que le chantier a commencé sur Dampierre. On a terminé en mai 2022 les charpents de couverture et les façades. En avril 2023, on a terminé tout ce qui était la restauration des douves, la restauration d'escaliers, ce qui a permis d'enlever toutes les palissades et les derniers échafaudages. On a encore des gros travaux sur place, la création d'un parking pour pouvoir accueillir à partir de 2024 le public qu'on attend, parce que pour l'instant les conditions sont un peu difficiles. L'extension du boutique billetterie pour pouvoir avoir des structures d'accueil, et puis surtout pour le patrimoine, on est en train de restaurer les cours. On achèvera la cour
principal, et donc toutes les cours, le programme sera achevé pour l'ouverture de mars prochain, mars 2024. Et en février, on va poser la grille d'honneur. Donc voilà, les grandes cours vont être restaurées, le public pourra le fréquenter à partir de mars 2024 prochain, notre ouverture, parce qu'on ferme le 5 novembre prochain. La grille d'honneur sera posée, et pendant ce temps-là, eh bien, on espère pouvoir commencer cet hiver. Ça a un petit peu décalé pour des raisons techniques, mais les décisions vont se prendre très rapidement. Mais normalement, on va commencer la restauration des jardins dits à la française, c'est-à-dire les grands bassins, les grands jets d'eau, tout ce qui contribuait à la notoriété de Dampierre au XVIIe et XVIIIe siècle. Et bien voilà, ça va revenir. Il y en a malheureusement pour un an de chantier, donc il va falloir déjà creuser un peu des idées pour l'année prochaine pour accueillir le public. Mais c'est aussi voilà, la restauration du patrimoine qui mérite cela. Donc alors encore beaucoup de travail pour cet hiver. Oui. On va revenir aux vacances de la Toussaint. Jusqu'au 5 novembre, il y a beaucoup d'animations et d'activités qui sont proposées. On l'a un petit peu vu dans le reportage juste avant. Il y a des contes, de l'attelage et même un parcours des chimères. Ah oui, alors ça, les parcours des chimères, ça plaît énormément aux familles. C'est un parcours qui est en fait accessible à tous toute l'année. Mais là, on a mis un peu plus l'accent. Le parcours des chimères, en fait, on l'a créé l'année dernière dans les anciens jardins, dans les anciens bosquets qui ont été détruits en 99, par la tempête de 1999. Et donc, du coup, on a recréé un parcours qui permet d'être à la fois ludique et éducatif, c'est-à-dire qu'on aborde l'histoire de France, on aborde l'histoire du domaine, on aborde l'histoire des jardins et de l'architecture, tout en s'amusant parce qu'il y a des énigmes. Et puis, évidemment, pour les enfants, il y a un petit cadeau. Donc c'est un parcours qui est libre complètement, il n'y a pas de droit d'accès spécifique, c'est le prix d'entrée, vous demandez le petit fascicule et vous partez sur 1,5 km de balade à travers... on ne va pas spoiler le petit cadeau. Non, mais voilà, les enfants sont... Non, ça, je ne le dirai pas. Je ne dirai pas ce que c'est. Et d'ailleurs, pour les contes, puisque dans les animations pour les contes, on termine par offrir un goûter. D'accord. Les enfants, c'est important de le préciser. Mais les enfants adorent. Gabriel, toutes ces animations que vous mettez en place, ça fait partie intégrante de la vie d'un château aujourd'hui ? Ça fait partie d'un site touristique, parce que c'est un château, c'est un site patrimonial, mais il faut faire vivre, il faut dynamiser. Le patrimoine doit être connu, le patrimoine, comme Dampierre, est aux portes de Saint-Quentin. Vraiment, on a quelques minutes et malheureusement, il est fort ignoré. Et donc, du coup, de faire ces animations permet de faire découvrir une histoire du duché de Chevreuse, parce que le domaine de Dampierre, c'est avant tout le fief du duché de Chevreuse. Et Saint-Quentin, il est au cœur du duché de Chevreuse, hein, historiquement. Donc, c'est l'histoire locale. Et à Dampierre, ça rejoint une histoire nationale. Et donc, de venir, ça permet de participer à l'éducation de tous, à la culture de tous, sur notre histoire commune. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Thévard, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation en plateau. Alors, pour rappel, la nuit des châteaux au domaine de Dampierre-en-Yvelines, c'est ce samedi 28 octobre à 18h. Le billet est à 8 €. Et pour les activités durant les vacances de la Toussaint, c'est jusqu'au 5 novembre de 10h à 18h. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, retrouvez votre chronique éducation avec Régine Rallèche. Je vous souhaite une belle soirée sur TV 78. Prenez soin de vous.